Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup de votre soutien, de votre fidélité. Vous nous avez envoyé cette semaine des petites suggestions intéressantes, même des questions. C'est formidable. On vous avait promis de reprendre le collier. On l'a fait il n'y a pas très longtemps avec Aurélie Nella, le collier des politiques. Eh bien, là, je vous propose un invité hybride, donc qui est à la fois du côté de la société civile, on va dire de l'économie de manière générale, et puis qui vient d'être, avec brio, être élu à la mairie du Marin. Je reçois Jean-Yves Bonner. Bonsoir, M. Marajon. Vous êtes notre invité, d'abord au titre de président de Contact Entreprise. Contact Entreprise, c'est une société, une association qui fait du lobbying, on va dire ça comme ça, de l'influence, qui représente des entreprises, qui essaie de faire passer auprès d'un certain nombre de décideurs les messages des entreprises privées. Mais en même temps, vous êtes adjoint au maire. Ah, pas du tout. Conseiller municipal. C'est là où c'est plus intéressant encore. Parce que je suis simple conseiller municipal. Vous n'êtes pas adjoint? Pas du tout. Bon, j'ai cru comprendre que vous étiez adjoint. Je ne le suis pas. Tant la confiance du maire en vous est importante et toutes les missions que vous avez. Donc, vous êtes conseiller municipal du Marin, mais comme ça ne suffisait pas, vous êtes vice-président de l'Espace Sud. Et comme ça ne suffisait pas, vous êtes premier vice-président du SMTVD. C'est ça. Bon, donc bien évidemment, je présume que vous mettrez fin très rapidement à vos fonctions de président de Contact Entreprise, parce que c'est assez particulier, cette espèce de double casquette. Alors, pour être tout à fait clair, il n'y a pas, je dirais, d'opposition à ces missions. Après, Oui. il peut y avoir des problématiques de gestion du temps, parce que je ne suis qu'une seule personne, Oui. et qu'effectivement, la mission d'élu, et en particulier sur la délégation que m'ont confié mes collègues élus, est très prenante. Des collègues de l'Espace Sud. Oui, non, mais je parlais de conflit d'intérêts potentiel. Parce que vous représentez, d'un côté, vous êtes président de Contact Entreprise, donc vous représentez la parole, les intérêts des entreprises privées. C'est ça. Et il se peut très bien que, par hasard, des membres de Contact Entreprise soient des fournisseurs de l'Espace Sud. Alors, et là, il y aura un vrai problème. Dans ces cas-là, j'ai été très clair. Oui. Dans toutes les instances politiques où je suis, même si ça m'a été proposé, je ne participe à aucune commission d'appel d'offres. Les CAO, D'accord. j'ai déontologiquement et par un choix très clair indiqué aux exécutifs que je ne participerai à aucune CAO, et ça a toujours été très clair dans ma tête. D'accord, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Quand est-ce que vous quittez la présidence de Contact Entreprise? On verra, en tout cas, si ça doit Vous arriver. l'envisagez ou pas? Oui, très, très sincèrement, oui. J'en ai discuté de manière très ouverte avec les membres du comité directeur de l'association. Je suis sur mon deuxième mandat à Contact Entreprise, donc un mandat qui normalement se termine en juin 2027. Mais effectivement, le calendrier électoral et la réussite que les listes sur lesquelles je me suis retrouvé ont eu font qu'il y a des choix à faire, effectivement. Très bien. Alors, on va commencer par parler business, comme on dit, un peu vulgairement. Mais c'est un peu ça qui nous intéresse. Vous avez été à l'initiative, avec d'autres, d'une conférence de presse sur, grosso modo, la situation du BTP à la Martinique. Et le tableau que vous avez dressé est cataclysmique. Vous pouvez nous en redire les principales composantes de cette analyse, de constat? Quelques mots très rapidement concernant ce secteur. Oui. Donc, une activité en déclin constant depuis 2008. C'est-à-dire que les volumes, les chiffres d'affaires du secteur baissent depuis 2008 de manière continue. Alors, traditionnellement, c'est un secteur où il y a des hauts et des bas. Mais là, on n'est plus dans le haut et le bas, on est dans la baisse continue. Il y a une différence entre, semble-t-il, j'ai passé quelques coups de fil, il y a quand même une petite différence entre le bâtiment et les travaux publics. Parce qu'on dit tout le temps BTP, mais il y a vraiment un distinguo. Les travaux publics dépendent, comme le nom l'indique, structurellement des investissements publics, donc CTM, les mairies, les communautés d'agglomération, l'État, etc. Et puis le bâtiment
là, il y a sans doute une part plus importante du privé. Tout à Donc, fait. c'est les petites résidences de 2-3 étages, c'est les maisons individuelles, etc. Voilà. Les bureaux. Oui. Ça va mieux que le TP. Alors, ça va moins mal. Je ne dirais pas que ça va mieux. Ça va moins mal, Mais il faut le dire, parce que qu'il y a... Non, on fait la distinction. Et Ouais. on a toujours dit qu'effectivement, l'activité travaux publics est complètement sinistrée parce qu'elle est dépendante quasi exclusivement, je dirais, de la commande publique, qui est en berne. Ça, c'est la première, la première raison, je dirais, de l'alerte que nous avons faite. Ouais. Et puis, il y a des événements, je dirais, plus conjoncturels. Ça, c'est devenu structurel. Donc, peut-être qu'il faut que le secteur s'adapte à des chiffres d'affaires moins importants. Mais ça ne nous empêche pas, nous, de revendiquer et de réclamer, en fait, du travail, parce que les besoins, ils sont là. Ce qui est quand même intéressant, c'est que les besoins sont là. Il y a des gens, il y a un discours selon lequel, l'essentiel des infrastructures est déjà construit. C'est pas la peine. Vous n'aurez que quelques réaménagements ou nouvelles infrastructures, mais à la marge. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours? Non, il y a encore, je l'ai entendu, Oui, je l'ai entendu, il y a encore, heureusement, beaucoup de choses à faire. Quoi? Des routes et des ponts? Non. Non? On est d'accord? Quoi? Il y a quelques ouvrages d'art, il y a quelques ponts à refaire. Enfin, c'est pas ça qui va effectivement structurer une activité. Ouais. On est bien d'accord. Le patrimoine qui appartient à nos collectivités s'entretient. Aujourd'hui, nous ne faisons pas suffisamment d'entretien de ce patrimoine. Et donc, il y a une espèce de mutation de l'activité qu'il faut accompagner. Vous allez plus vers de la réhabilitation, rénovation. Que des chantiers oui, pharaoniques. les chantiers pharaoniques, je pense qu'ils sont globalement derrière nous. On attend peut-être les travaux d'extension du port de la Pointe des Griffes. Oui. Mais quand on aura fait ça en chantier, je dirais, majeur, Ça n'existe pas. on est d'accord qu'il n'y aura pas grand-chose. Ouais. Et ça veut dire aussi qu'il faut que le secteur s'adapte. Et en tout cas, c'est ce que nous, organisations, je dirais, professionnelles, essayons d'impulser ce changement, cette mutation, que les entreprises soient en capacité de répondre à la demande qui va exister dans les années à venir. Et puis je voulais revenir sur les événements plus conjoncturels, qui sont quand même embêtants parce que sur la partie bâtiment, qui est moins dépendante de la commande publique, nous avions placé en début d'année beaucoup d'espoir sur la relance du secteur du logement social. Donc avec les bailleurs, notamment les 3 bailleurs historiques, Simar, Ozanam, SMHLM, qui ont un programme pour 2026 extrêmement fourni, donc avec une relance de l'activité. Le préfet avait annoncé des milliers de logements. C'est ça. Donc on est sur à la fois de la réhabilitation, puisque ces 3 bailleurs ont une partie du parc qui est ancienne, et puis de la construction neuve, parce qu'il y a encore 13 000 demandes de logements non satisfaites. Et puis, donc, c'est une politique publique d'État. La construction de logements sociaux, c'est une politique publique d'État qui est confiée à des bailleurs sociaux qui s'engagent en fait sur des niveaux de loyer de sortie, donc il faut les loyers modérés, c'est pour ça que ça s'appelle HLM, habitation à loyer modéré, et donc en contrepartie bénéficie à la fois de subventions d'État, c'est ce qu'on appelle la ligne budgétaire unique, la fameuse LBU, et puis aussi de prêts, ce qu'on appelle des prêts bonifiés qui sont octroyés par la CDC, la Caisse des dépôts, et qui octroient des prêts à très longue durée. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire du logement, je dirais, social, de qualité quand même, à des coûts, je dirais, raisonnables. Bon, et la LBU, on nous dit, ce que vous attendiez pour 2026, peut-être que vous ne l'aurez pas. Ça veut dire en clair qu'il n'y aura pas de logement, au moins à des niveaux, pas au niveau annoncé. Déjà, pas au niveau annoncé sur l'argent, on va dire ça comme ça, le financement. C'est ça. Et au total, pas ce qui était attendu en concrétisation, nombre de logements. C'est le risque aujourd'hui. Alors l'année, elle n'est pas jouée. Nous sommes en mai. On est assis. On est bientôt encore en mai. On est au milieu de l'année. C'est pas tout à fait joué, puisqu'on voit quand même qu'il y a un rythme soutenu de lancement d'appels d'offres. Donc ça veut dire que les bailleurs sociaux lancent un certain nombre d'appels d'offres. On peut espérer qu'ils vont les attribuer à des entreprises, parce que les niveaux de prix ont quand même été un peu remontés. Donc ça veut dire qu'il devrait y avoir aujourd'hui des entreprises qui répondent dans les budgets. Qu'est-ce que vous pensez du discours relativement agressif d'un certain nombre d'élus, pas que des élus d'ailleurs, des entreprises aussi, qui disent les bailleurs sociaux sont richissimes,
Alors effectivement, on a été voir les comptes de résultats, et évidemment, ils sont plutôt positifs, on va dire ça comme ça. Les fonds propres sont mirobolants, et ils pratiquent des prix qui sont inacceptables, et les entreprises qui sont choisies abandonnent en cours de route. Donc on a été vérifié, effectivement. Il y a un turnover monstrueux des entreprises qui construisent, qui abandonnent parce qu'elles ne peuvent plus tenir à ce tarif-là. Et ça, évidemment, ça fait durer la période on va dire, de construction. Le chantier n'est pas livré dans les temps, etc., etc. Bon, c'est fini ou pas, ça? Ça va mieux. De ce point de vue-là, c'est pas complètement terminé. Vous êtes politiquement correct, là, ce soir. Ah non, mais je vais être incorrect, j'ai pas de souci. Sur d'autres sujets, mais pas sur celui-là. Alors, sur celui-là, non, parce qu'on a fait du vrai travail. Ce que nous avons choisi de faire, c'est d'aller, plutôt que d'être en opposition constante, et notamment opposition médiatique, avec nos clients, qui sont effectivement les bailleurs, nous avons dit non, on va changer de méthode, et on va venir vous voir, on va vous faire des propositions. Donc, nous avons construit un certain nombre de propositions pour améliorer, je dirais, la trésorerie des entreprises qui répondent. On a aussi travaillé la question des niveaux de prix. Mais c'est un travail qui est un travail de fourmi, colossal, qui n'est pas évident, mais qui aujourd'hui porte des fruits. Parce qu'au moment où je vous parle, certain nombre de bailleurs sociaux ont modifié ce qu'on appelle les CCAP, les cahiers des clauses administratives particulières, c'est-à-dire qu'ils ont modifié des clauses pour permettre aux entreprises d'avoir un peu plus de trésorerie en cours de chantier. Sur les avances, alors les délais de paiement sont plutôt bons dans ce secteur-là, mais sur un certain nombre de dispositions qui faisaient que l'entreprise pouvait être à certains moments du chantier, privé de trésorerie. Alors, c'est particulièrement le cas sur les retenues de garantie. Donc, je vous donne juste un exemple. Alors, expliquez aux gens ce que c'est. Quand l'entreprise est payée, le maître d'ouvrage garde une partie, en général 5% de la somme qui lui est facturée. C'est-à-dire sur 100 euros, il garde 5 euros. Il en garde 5. Et ces 5 euros, ils vont servir pendant l'année de garantie de parfait achèvement. C'est-à-dire que quand le chantier est livré, on laisse passer une année et au bout de l'année, les 5 euros sont remis à l'entreprise. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il semblerait, allons faire une petite parenthèse sur ça, il semblerait que les collectivités locales, de manière générale, aient pris l'habitude de garder ces 5 euros et de ne pas les rembourser. Et dans certaines collectivités, notamment la CTM, pas qu'elle, également un certain nombre de communautés d'agglomération, on va voir une espèce de caisse avec des retenues de garantie qui sont énormes et qui ont été oubliées. Vous confirmez ou pas? Il y a de ces situations, puisque quand on a travaillé en particulier avec la collectivité territoriale de Martinique, on a soulevé cette question et il y a effectivement des sommes importantes. Ça fait partie de vos revendications d'ailleurs. Oui, tout à fait. Des sommes importantes qui aujourd'hui, pour des raisons administratives qu'on nous évoque, des fois il manque des pièces. On est incapable parfois de rendre à l'entreprise ce qui lui est dû. Au bout d'un moment, quand l'entreprise a disparu, la somme, elle reste dans les caisses. Et puis au bout de 4 ans, elle appartient définitivement à la collectivité. C'est ce qu'on appelle la déchéance quadriennale. Formidable. Et quand Jean-Yves Bonner vous dit des sommes importantes, c'est plusieurs millions d'euros. On est d'accord, sur l'ensemble des maîtres d'ouvrage publics. Refermons la parenthèse. Vous disiez, on améliore la relation avec les bailleurs sociaux, donc théoriquement, ça devrait déboucher sur plus de logements. Mais quand on regarde les chiffres annoncés, on est mort de rire. On est en centaines de logements, alors que vous venez de dire, théoriquement, on devrait en construire plusieurs milliers. En plus, on est super en retard quand on fait un peu de benchmark, en fait, de comparatif par rapport à la Guadeloupe, à la Réunion. Même la Guyane, on est out. On est un peu largué. C'est vrai qu'en Martinique, nous sommes, on va dire, un peu largués. J'adore, un peu largué. C'est catastrophique. Il y a des années où on a construit... C'est pas bon. Il y a des années où on a construit 100 logements. 100 logements. Il y a eu vraiment des années dramatiques. Dramatiques. Et vous nous dites que aujourd'hui, il faut sortir de ça. Il y a une vraie volonté. Et la volonté, je dirais, elle est partagée par l'ensemble de la filière, y compris donc l'État, qui intervient dans le financement de la politique du logement social. Est-ce que vous pourriez nous dire pour quelles raisons il y a eu un choix politique de ne pas construire de maisons, de logements sociaux?
n'en ai pas je n'ai pas la raison. Qu'est-ce que vous très pensez, sincèrement, qu'est-ce que vous pensez du fait vous me faites une proposition? Je vais vous faire une proposition. Oui, faites-moi une proposition. Que j'ai oui. entendue de la bouche d'élus. Hein. Ah oui, bien allons-y. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition suivante? Un certain nombre de maires disent « Ah non, moi pas laisser Mounta à Bokaïmoué ». Quand ils pensent Oui. à la catégorie sociale qui va habiter ces logements sociaux, ils disent « Ces gens-là, ce sont des gens qui ne sont pas bons ». Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai entendu des trucs abominables. Moi pas laisser Mounta. Et le pire, c'est qu'il y a une loi qui oblige les loi mairies SRU. à avoir au moins 25% du parc de logements en social. Et sinon, il y a une amende. Une amende, c'est Eh ben, ça. non seulement les types, ils n'acceptent pas de logements sociaux, mais ils ne payent pas l'amende. Vous avez entendu ça? Oui, oui, non seulement j'ai entendu, mais je suis bien informé. En réalité, Ça, c'est une volonté politique, on est bien d'accord. C'est un choix politique. Oui. Alors, volonté, le mot me paraît peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est un choix politique Discrimination. qui parfois est complètement assumé. Discrimination sociale, voire discrimination raciale, parce que ça va souvent ensemble. Vous connaissez la hiérarchie en Martinique. Bon, ça aboutit donc au maintien de ces populations fragiles dans Oui. des logements indignes, ok? Et puis derrière, tout ce Cette qui- politique, on la Ouais. paye. Ce qui est clair, c'est qu'on la paye tous. Ouais. Et en réalité, bon, alors, il y a eu des expériences, des tentatives, je dirais, de mixité sociale. Alors, ça fait très beau sur le papier. Ouais. En réalité, ça a très peu fonctionné. On s'en est aperçu. Mais on ne peut pas non plus créer je dirais, des ghettos et des zones dans lesquelles on regroupe des populations humbles en espérant que ça va bien se passer. Alors vous venez d'une municipalité, heureusement, Qui est nickel, Oui, tout à fait. puisqu'elle est à 30%, alors que la moyenne c'est 25, hein, le C'est seuil ça. c'est Enfin, 25. l'exigence réglementaire est à 25. Donc, félicitations à la ville du Marais, puisque c'est cette ville dont il s'agit. Mais il semblerait qu'autour de la ville du Marais, il y ait des très mauvais élèves. Alors, il n'y a pas que des Barinois d'origine qui habitent la commune. On se félicite un peu de la dynamique démographique de la ville, Attractivité. mais qui est une ville attractive Ouais. Mais autour, pour plein de raisons. alors j'ai été voir, autour, c'est pas brillant. Alors on va pas les nommer pour ne pas les Non, stigmatiser. c'est moins bien, on va dire. Et qu'est-ce qui fait la différence? Alors, ce qui fait la différence, bon, il y a eu des choix politiques qui ont été faits à un On est moment bien donné. d'accord que c'est politique, oui. Mais ce sont des choix politiques qui obligent aujourd'hui la ville du Marais et le tissu associatif qu'il supporte et qu'il encourage à agir, à être extrêmement dynamique. Ouais. Parce que quand on a effectivement des populations qui sont regroupées dans des lieux et il faut faire de l'animation sociale. On ne peut pas aujourd'hui avoir des populations Juste dans des regroupées immeubles, quoi. dans des immeubles, Ouais. Dortoirs, et s'imaginer que ça va bien se passer. D'ailleurs, il faut au des Marais, politiques au Marais, d'accompagnement. il y a eu des choix où il y a des immeubles, Oui, oui, oui. et puis il n'y a rien autour, et puis on sait que là, il y a C'est des compliqué, niveaux, que c'est plus compliqué. d'insécurité qui sont élevés. Voilà. Alors, allons changer de sujet. Oui. La dernière fois que vous étiez ici, vous me disiez, on est dans une situation dans le BTP, au sens large, extrêmement fragile parce que, on aurait du mal, alors j'aimerais bien savoir si ça a évolué, on aurait du mal à survivre s'il n'y avait pas le blanchiment et le travail clandestin. Alors, on sait que ces deux mots, ces deux fléaux, ce sont de véritables fléaux. Ouais. On sait qu'ils alimentent effectivement le secteur, donc ça, on ne s'en cache pas. Je ne m'en étais pas caché la dernière fois. Ouais. Je ne m'en cache pas aujourd'hui. Ça continue? Oui, alors, sauf que nous avons quand même, et l'État, avec nous et un certain nombre d'acteurs, ont essayé de réguler, je dirais, le secteur. On veut le rendre quand même vertueux, c'est quand même un des Le objectifs que préfet à nous votre avons. place ici a dit, moi je vais m'attaquer à l'immobilier. Oui, mais le GIR et donc a pour mission d'aller traquer un peu les secteurs dans lesquels se cache un peu l'argent illégalement produit. Et le GIR cherche aussi sur D'ailleurs, les sur deux sont l'immobilier. liés. Les deux Sur sont liés, l'immobilier. c'est-à-dire que l'une des façons de blanchir, c'est d'avoir des travailleurs clandestins qu'on paye en liquide. Ça arrive encore, puisque... Non, mais on a ça arrive signé... encore, mais bon. Non, mais ça arrive encore, Oui. M. Marajo. On a signé, et la fédération que je représente dans mes fonctions de secrétaire général,
a signé une convention de lutte contre le travail illégal, le travail clandestin, qui est une réalité dans notre secteur, qui fait mal à tout le monde. D'abord aux salariés qui sont employés illégalement, parce que c'est une question de dignité humaine. Et nous, on est très clairs là-dessus. C'est quelque chose qui touche à la dignité humaine. C'est aussi quelque chose qui fait mal à la notion de concurrence, parce que les entreprises qui font les efforts d'être en régularité par rapport au droit du travail se retrouvent pénalisées, parce qu'elles ont forcément des prix qui sont plus élevés. Et ça, ce n'est pas acceptable, parce que ça fausse la concurrence. Ça fausse la concurrence. Et puis, voilà, et puis il faut que, d'une manière générale, à la Martinique et sur beaucoup de sujets, on fasse évoluer les choses vers plus de vertu. Mais c'est le boulot de qui, ça? Mais c'est le boulot de tout le monde. C'est la responsabilité de tout le monde. En tout cas, nous souhaitons prendre la nôtre au niveau de la fédération, mais il faut que tout le monde tire dans le même sens. On ne peut pas, en Martinique, faire la une de l'actualité pour des choses qui ternissent notre image. C'est pas possible. À un moment donné, alors on ne va pas tout régler de coups de baguette magique. Mais il faut qu'on montre qu'il y a une vraie volonté et il faut que tous les acteurs, y compris les politiques, s'engagent sur un chemin différent. On va parler des politiques, on en a déjà parlé, etc. Mais comment vous pouvez accepter autour de la table des entreprises qui ont pignon sur rue et qui pratiquent le travail illégal? Alors, à ma connaissance, elles ne sont pas autour de la table, en tout cas autour des tables auxquelles j'ai parfois la chance de m'asseoir. Donc, si vous avez des informations, je suis preneur. Je suis sûr que vous avez les mêmes que les miennes, parce que il y a quelque chose, vous avez parlé de dignité humaine, mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on dise là, parce que on est quand même dans une émission où politiquement incorrecte, c'est que la très grande majorité des travailleurs qui acceptent de travailler au black, comme on dit, sont des travailleurs étrangers. Non déclarés. Non déclarés. Non, ça arrive, ça arrive. Attendez, ça arrive dans le secteur. Vous savez que c'est complexe quand même. Hein. Enfin, vous le savez. C'est complexe d'avoir... alors, on me dit que, par exemple, l'un des immeubles emblématiques de cette ville de Fort-de-France, certainement vous voyez à quoi je veux faire allusion, a été construit en grande partie avec des ouvriers non déclarés. Et que les inspecteurs de la sécurité sociale qui ont osé vouloir venir contrôler, ils ont failli prendre des conteneurs lâchés depuis une grue et qui sont... De très haut. Vous connaissez toutes ces histoires-là. Bon, il y a quand même un souci. Oui. Avant d'attaquer les politiques, avant d'attaquer l'État, faire le ménage parmi vous quand même. C'est indispensable. Aujourd'hui... On ne peut pas faire une tour qui fait une centaine de mètres de hauteur. C'est visible, en fait. Oui, il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont visibles. Mais ce qui est clair, et je veux être totalement transparent, c'est qu'il y a un certain nombre de mauvaises pratiques dans le secteur qui ternissent l'image de ce secteur. Et peut-être aussi que si on n'arrive pas à attirer plus de jeunes, c'est aussi à cause de ces histoires qui... et quand est-ce que vous faites une conférence de presse pour dire, cette fois-là, à contrario, on n'est pas bon, et voilà les gens qui trichent? Alors, les gens qui trichent nominativement... Name and shame. Name and shame. Ouais. C'est pas une pratique martiniquaise, en fait. Non, c'est pas dans les mœurs. Je pense que nous ne sommes pas forcément prêts à ça, parce que ça ne produirait pas forcément les effets attendus. Il y a sans doute des étapes avant d'arriver à cette extrémité, parce que quand on en arrive là, on est dans une situation de rupture totale, une situation dans laquelle on met les individus, alors ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, qui en fait portent cette parole de vertu en situation délicate. Vous ne tirez pas la sonnette d'alarme? On dit globalement que le trafic de drogue, entre autres, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres sortes de trafics, génère 400 millions d'euros investis dans la société martiniquaise, notamment dans l'immobilier. Alors l'immobilier, les locations de voitures, tous les trucs classiques qu'on connaît, les barbeurs, etc. Mais immobilier, ça doit faire tilt. Il y a un quartier de Fort-de-France. Il y a un quartier de Fort-de-France qui se situe autour de la marina de l'étang d'Abricot. Quand on passe de nuit, on se demande pourquoi les immeubles sont éteints. Pourquoi? Enfin, on passe à 19h. Hein. A priori, il devrait avoir... Et il y a des immeubles entiers qui sont livrés, théoriquement
habités, théoriquement habités, qui ne sont pas habités. Ça me rappelle des tours à Miami qui sont vides. Ils sont vides, oui. Bon, Ils sont vides. ça fait tilt ou pas? Non, mais nous ne sommes pas naïfs. Et moi, je ne suis pas naïf, et donc je suis bien conscient qu'il y a un certain nombre de difficultés. Moi, je trouve que nous avançons. Si vous voulez, on a des difficultés aussi de structuration de cette filière. Il y a eu des épisodes, je dirais, qui auraient pu être mieux gérés. On a du mal à faire filière. On progresse, je dirais, même plutôt bien. Mais à la Martinique, c'est pas évident en fait que les gens acceptent de se mettre ensemble pour travailler, pour résoudre les problématiques qui sont connues de tous. C'est là où c'est là où parfois c'est incompréhensible. Tout le monde connaît les problèmes. Ouais. Et c'est un peu dramatique que personne n'ose les dénoncer en fait. Alors, dénoncer ne suffit pas. En réalité, dénoncer sans avoir les solutions. Non, mais il faudrait peut-être commencer par là. Non, mais il y en a qui s'en chargent. Quand vous entendez un préfet dire, écoutez, moi, je vais m'attaquer à l'immobilier. Vous qui êtes dans l'immobilier, vous devriez dire, monsieur le préfet, pas du tout. Non, mais vous êtes dans le BTP. À la marge. Oui, mais bon, l'immobilier, on est au cœur de ça, dans le bâtiment. Vous devriez dire, monsieur le préfet, pas du tout. Ça n'existe pas. Mais pourquoi vous voulez que je dise ça, monsieur le préfet? Mais j'ai pas le droit de dire ça. Mais vous n'avez pas le droit de lui dire. Non, mais nous n'avons pas le droit de fermer. Nous n'avons plus le droit de fermer les yeux en Martinique. D'accord. Vous voyez, je pense qu'à un moment donné, il faut que nous soyons transparents avec nous-mêmes. Et je pense que ce moment-là est arrivé dans notre histoire, qu'on soit un peu plus conscient et qu'on soit transparent. Mais le scandale ne sert à rien s'il n'y a pas de solution. C'est vous. Monsieur Marajou, je le répète, et que tous les téléspectateurs m'entendent bien, générer des buzz, faire le buzz, créer du scandale, n'a jamais résolu aucune situation. Vous allez pouvoir éliminer peut-être ou arrêter, quelques personnes ou rendre des candidats à la triche, peut-être frileux. Plus prudents? Oui, peut-être. Mais vous savez, on verra ça de tant qu'on alimente le système, il y en aura de nouveaux. On a bien compris. Mais peut-être que les choses ont changé parce que vous êtes devenu élu. Et on va aborder ça dans la deuxième partie de cette émission. Ne zappez pas parce que vous avez déjà eu quelques scoops. La seconde partie, ça va être encore plus intéressant. À tout de suite. Bien, je pense que vous en avez eu pour votre imagination. Et je pense que dans les salons, ça doit bien discuter de cette histoire de étangs abricots. Mais bon, il n'y a pas que là. Il y a, cette problématique touche l'ensemble de la ville et de la Martinique, bien évidemment, au-delà de Fort-de-France. Alors, vous êtes élu, vous êtes conseiller municipal de la ville du Marais et vous avez décidé de mettre au service du public, des Martiniquais, votre capacité à innover, votre capacité à participer aux décisions, et vous êtes devenu vice-président, alors vous n'étiez pas obligé, vice-président de l'Espace Sud, et vous êtes allé vous mettre dans une galère monumentale, a priori, au SMTVD, puisque vous êtes le premier vice-président du SMTVD. Bien, le président s'appelle José Crampel, et il vient du Lamentin. D'Acassem, Voilà. c'est ça. Cassem. De la Cassem, mais les conseillers. Mais du Lamentin, c'est ça, voilà. conseiller municipal. Bien. Alors, première question. Qu'est-ce qui s'est passé? Brutalement, comme ça, vous décidez de vous exposer encore davantage, parce que vous étiez déjà exposé. Je suis exposé, oui. Vous étiez déjà exposé sévèrement. Vous avez fait l'objet d'une campagne complètement débile et irrationnelle sur un certain nombre de vos fonctions. Et puis là, vous avez décidé de prendre encore plus de coups. Déjà au Marais, c'est pas mal, mais surtout à l'Espace Sud et le pompon SMTVD. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous avez envie de souffrir? Non, je ne suis pas maso, je rassure tout le monde. Mais nous avons toujours... Enfin, moi, j'ai considéré que investir un peu plus, puisque la sphère politique, je n'en ai jamais été très loin. Déjà par ma filiation. Oui, votre père, on rappelle, mon grand-père a été conseiller municipal à la ville de Rivière-Salée, mon grand-père paternel. Mon père a été effectivement premier adjoint à la ville du Marin et conseiller régional. Et ma sœur, ma jeune sœur, est effectivement élue également à la ville du Marin
en position d'adjoint depuis la précédente mandature. Depuis 2020. Voilà, donc je n'ai jamais été très loin et en plus je suis un des secrétaires généraux du mouvement communal que nous avons et qui accompagne José Mirande dans ses fonctions. Oui, d'accord, mais au-delà de cette volonté, parce que en fait, quand j'ai regardé qui était candidat, il n'y en avait pas beaucoup en fait. Il n'y a pas beaucoup de candidats pour aller au SMTVD. Hein. Non, mais il n'y avait personne. Je veux dire. Non, mais alors ce dont du sacrifice, en fait. Non, c'est pas du sacrifice. Je vais être très clair sur les missions que j'ai acceptées. Alors, il y a tout à fait une logique entre je dirais, la délégation gestion des déchets Espace Sud qui se prolonge, en fait, au SMTVD, puisque le SMTVD n'est qu'un outil qui est financé en très grande partie par les 3 communautés d'agglomération, Cap-Nord, CACEM et communauté d'agglomération de l'Espace Sud. Okay. Donc il y a une certaine logique à ce que je me retrouve au SMTVD. Le choix initial, en fait, de la politique publique gestion des déchets de l'Espace Sud, c'est un choix qui m'a été proposé, que j'ai accepté tout de suite. C'est un challenge important, parce qu'il y a aussi des problématiques au niveau de l'Espace Sud et en entrée de mandat. Donc ce ne sont pas des problématiques qui allaient intervenir en cours de mandat. Vous étiez déjà... Elles existaient au moment où je suis devenu vice-président de cette communauté d'agglomération. Mais c'est un choix conscient qui est fait, et je vais le dire, avec des collègues élus à l'Espace Sud qui sont dans la même logique que moi, désireux de servir sur cette politique publique. En plus de l'opposition, entre guillemets, enfin, pas de la majorité. Il y a un équilibre. Et vous voyez sur cette... moi, j'ai vu, comme tout le monde, les polémiques qui ont émergé autour de l'élection du président Thiraud. Mais sur cette délégation, nous avons, et Mme Nella qui a été reçue ici il n'y a pas très, très longtemps, Aurélie Nella le dit bien, il y a 3 élus de la dite minorité, mais ça n'existe plus dans les faits. Et 3 élus, en fait, de la dite majorité. Ouais. Mais ces histoires-là, pour moi, en tant que vice-président sur cette délégation, se sont arrêtées le jour de l'élection du président. Pour moi, c'était déjà fini. Et je pense que pour mes 5 collègues qui m'accompagnent au SMTVD, on n'est plus du tout dans ça. Nous avons fait des réunions collégiales et nous abordons le SMTVD en tant qu'élu de l'Espace Sud et pas élu d'une majorité ou d'une dite minorité. On va y venir sur le SMTVD. Allons commencer par le commencement. Oui. Vous arrivez donc à l'Espace Sud et vous tombez en pleine guerre dès le premier jour. J'appelle ça guerre parce que ce qu'on a entendu est plutôt la preuve d'une absence de consensus au départ. Mais maintenant, vous nous dites, bon, les élections, c'est fini, tout s'est calmé, etc., consensus, collégialité. Bon, le Martiniquais n'est pas dupe. C'est-à-dire que vous avez un président qui ne savait pas, de sa propre bouche, hein, semble-t-il. Oui, semble-t-il, mais moi je ne suis pas sur le semble-t-il. Non, mais bon, jusqu'à maintenant, il n'a pas démenti. Et lui-même, on sent bien que ça a été une élection surprise. 72 heures avant, remontons bien loin pour éviter toute forme de polémique, il ne savait pas qui serait président parce que le candidat naturel, adoubé par tout le monde, sauf par le maire de Sainte-Anne, était José Mirande. Okay? Il y avait une espèce de consensus global en disant, bon, José, tu t'es préparé, tu es le meilleur d'entre nous, tu vas y aller. Or, il semblerait que l'opposition du maire de Sainte-Anne ait fait capoter. Et, de manière très chevaleresque, le maire du Marais dit, écoutez, je retire ma candidature pour que nous ayons le plus de chances entre nous de gagner cette élection. Ce qui est parfaitement honorable. Le problème, c'est que est venu polluer cette histoire d'élection une thématique complètement nouvelle, totalement exotique, qui est de présidence tournante. Alors moi, j'ai envie de vous entendre là-dessus. C'est venu de qui, cette histoire de présidence tournante là? Alors, je n'ai pas l'origine. Je suis très sincère, je n'ai rien à cacher.
Moi, comme conseiller communautaire de base, vous avez vu, En tout cas, conseiller municipal de base. en tout cas, ça ne vient pas de José Miranda. Ça, c'est clair. Oui, je crois, puisque pour l'avoir évoqué donc avec lui, c'est venu d'un autre maire. vous savez, la charge est lourde, est très lourde. En fait, moi, je vois Fred Michel Thiraud, qui est toujours maire de la commune du Saint-Esprit, à l'œuvre sur l'espace sud. Il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Okay. Et en fait, ce n'est pas une fonction à mi-temps, c'est une fonction à plein temps. Et je peux tout à fait comprendre, puisque c'est ce qui nous a été présenté à nous, conseillers communautaires, que la charge, il peut l'assumer pendant une période. Il a la chance d'avoir une grande stabilité dans sa commune, puisqu'il a été brillamment réélu lors du scrutin de mars 2026, et de pouvoir se reposer sur une équipe municipale qui est solide, où il a des adjoints qui sont performants, et c'est une chance qu'il a. Mais s'il n'était pas en capacité de pouvoir se baser sur une équipe municipale solide, je pense qu'il ne serait pas venu à la présidence de l'Espace Sud. C'est lui qui vous le recevrez sans doute un jour, il vous en parlera. On va l'éviter. Mais moi, c'est ce que je comprends de ce qui s'est passé pour cette élection du président. Et moi, je suis très content de travailler avec lui. On a du mal. Non, mais croyez-moi, n'ayez pas de mal. Il ne faut pas avoir de mal. Là. On a du mal à vous croire. Et vous êtes en train de valider l'hypothèse selon laquelle il y aura une présidence tournante? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable d'écrire l'avenir. La charge, elle est lourde. Aujourd'hui, le président, son bureau et l'ensemble des conseillers communautaires est au travail. On a voté, je dirais ce matin, toute une série de délégations, parce que la charge est lourde. Il faut la répartir sur les 49, effectivement, conseillers communautaires. Il faut être dans les lycées, il faut être dans les collèges. Nous avons, Espace Sud, des représentations dans énormément d'organismes, et il faut qu'il y ait des élus disponibles. La plupart, ce n'est pas le cas de tous ou de toutes, ont aussi des activités professionnelles. C'est mon cas. C'est mon cas. Et donc, on ne peut pas consacrer l'intégralité de notre temps à des fonctions d'élus, même si on a envie. Aujourd'hui, je veux dire, sur un certain nombre de délégations, il y a eu plus de candidats, mais c'est un signe aussi positif que les élus ont envie de s'investir. Il y a des délégations où il n'y a eu personne. Alors, ça fait la transition. Vous ne nous avez pas répondu à la question, mais ce n'est pas grave, je ne vais pas insister. Non, moi je suis là pour répondre aux questions. Si j'ai omis de répondre, moi je veux bien répondre aux questions parce que... Petite marche arrière, qui est à l'origine de ce concept? Du concept. Alors là, je n'ai pas la réponse, mais c'est un concept qui a, d'après ce que je comprends, émergé pour alléger en fait la charge des différents élus, maires, qui ont aussi la charge donc, de leur commune. Mais personne, et Madame Aurélie Nella a été très claire là-dessus, personne aujourd'hui n'est en capacité d'affirmer que c'est ce qui va se passer. Bon. Et donc je pense que pour le moment, il faut en rester là. Et puis l'avenir nous dira. Nous, on prend le pari, parce qu'on ose se prononcer, qu'il n'y aura pas de changement et qu'il n'y aura pas de présidence tournante. Alors, en dépit de la charge que vous venez de décrire, vous vous dites, bon, je vais aller voir ce qui se passe au SMTVD. Alors, au départ, rappelons quand même aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, que vous étiez candidat à la présidence. Hein. Oui, tout à fait. Bon, mais vous n'étiez pas le seul. Il y avait Jean-Baptiste Rothsen qui était candidat et José Crampel. Alors, Jean-Baptiste Rothsen avait été proposé par Cap-Nord. Oui. Cassem, Monsieur Crampel et Espace Sud, vous. C'est ça. Bon. Et puis, là encore, c'est fantastique, hein, ces petites réunions d'installation. Là encore, il y a une interruption de séance qui dure 1h30, je crois. Non, elle n'a pas duré si longtemps. Bon. On avait demandé en fait 10 minutes, mais c'est vrai qu'on a pris un tout petit peu plus de temps parce qu'on avait des choses à se dire. Bon. Alors évidemment, vous n'allez pas nous dire ce que vous vous êtes dit. Non. Mais nous, on a besoin de comprendre pourquoi vous vous êtes retiré. Vous et M. Rothsen, pourquoi vous vous êtes retiré alors que vous étiez à égalité au premier tour? Tout à fait. L'égalité, elle aurait pu se poursuivre. Alors rappelons les chiffres, hein. 6. 6. Chaque communauté d'agglomération, que les téléspectateurs le sachent, donc ont 6 représentants. Et donc le
conseil syndical du SMTVD est composé de 18 membres. Et ces 18 membres élisent donc un président et élisent aussi un certain nombre de vice-présidents et d'assesseurs qui constituent le bureau. Tout à fait. Voilà. Et chaque échelon, en fait, se voit attribuer un certain nombre de délégations. En théorie, ça aurait dû être le conseil syndical, mais pour des raisons, je dirais, opérationnelles et pratiques, on confie une délégation au président et et lui confie à un certain nombre de vice-présidents un certain nombre de délégations. Voilà comment ça fonctionne, parce qu'il faut se répartir la tâche et il faut aussi comprendre que les élus ne sont pas des professionnels. Très bien, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Mais je vais y répondre. Allez-y. Alors pourquoi nous avons d'abord porté une candidature? Parce que c'est un choix. C'est un choix de porter une candidature. C'est un choix légitime. La communauté d'agglomération de l'Espace Sud a souhaité faire entendre sa voix sur un certain nombre de sujets. Nous savons, et on n'a pas besoin d'être conseiller syndical comme je le suis aujourd'hui, pour savoir que le SMTVD connaît un certain nombre de dysfonctionnements qui sont parfois graves, puisqu'ils ont été étalés dans la presse. Ouais. Malheureusement, je regrette. Il y a eu des procès? Il y a des procès en cours. Alors, je ne le regrette pas que ça ait été étalé parce que je pense qu'il faut être transparent quand on gère des fonds publics et quand on est dans une politique publique essentielle pour les Martiniquais. Est-ce qu'on peut remplacer fonds publics par l'argent des Martiniquais? C'est l'argent des Martiniquais, c'est l'argent des impôts. Ouais. Vous avez dit, le budget du SMTVD est essentiellement issu des contributions des 3 EPCI. Et voilà. Les contributions des 3 EPCI sont issues des taxes sur les enlèvements des ordures, etc. Bon, il faut quand même... Mais qui ne sont pas suffisantes pour... Oui, ça c'est autre chose. La communauté d'agglomération de l'Espace Sud consacre des sommes très importantes à la politique déchets. C'est le premier budget de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique. Quand on combine ce que nous dépensons pour la collecte, puisque c'est essentiellement la compétence que nous avons gardée en interne, et puisqu'on dépense sur le traitement et la valorisation, un mot qui est suffisamment mis en valeur, qui est confié donc aux syndicats communs, aux 3 EPCI. On comprend que vous ayez légitimement le droit de présenter un candidat. On ne comprend pas pourquoi vous vous êtes retiré. Alors, je me suis retiré puisque c'était une candidature personnelle, mais au nom de la communauté d'agglomération. D'accord. Parce que le message que nous avions porté nous a semblé être entendu à la fois par le candidat Jean-Baptiste Rotzen de Cap-Nord et celui de la CACEM, José Campbell. Vous êtes entendu avec Cap-Nord pour vous retirer simultanément? Alors, nous avons choisi et annoncé, sans trahir les secrets, ce n'est pas mon rôle ici, nous avons choisi, vous avez vu dans la séquence qui a suivi, de retirer notre candidature en premier, et nous n'avions pas, je dirais, nécessairement, la décision prise par les élus de Cap-Nord. Vous saviez, voilà. Vous saviez Non, très sincèrement, on pouvait supposer qu'ils allaient se retirer, mais nous n'avions pas à ce moment-là, il faut être transparent avec les Martiniquais. Ça ne s'est pas négocié? Non, il n'y a pas de négociation à ce niveau-là. Vous avez négocié le poste de premier vice-président? Nous avons souhaité effectivement avoir une vice-présidence. Mais alors, le premier vice-président, il se trouve qu'il a... plus de pouvoir que les autres. Dans l'ordre du tableau, mais en réalité, et c'est pareil à l'Espace Sud, les nombres et la position importent peu. Oui, en fait, ça c'est théorique, mais sur le plan légal, c'est différent. Oui, c'est vrai que je me retrouve en seconde ligne. Bon. Le président signe, et si ce n'est pas le président, c'est moi. OK. Bon, alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ce que vous avez trouvé. On va plutôt s'intéresser à ce que vous allez faire. Oui. Parce que, bon, on peut tourner ça dans tous les sens. Le SMTVD, ça ne fonctionne pas. Alors, il y a des gens qui disent ça ne fonctionne pas bien. Non, ça ne fonctionne pas. OK, parce que il y a un certain nombre de structures, d'infrastructures qui dysfonctionnent de manière, on va dire, fatale en particulier, et c'est ce qui nous préoccupe. Je me fais un peu l'avocat des gens qui nous appellent, au moins ceux-là, parce qu'il y a quand même un intérêt pour les Martiniquais, c'est que votre territoire, le territoire que vous possédez,
à la pointe Jean-Claude est composé d'alvéoles. Dans ces alvéoles, on met des ordures. Et c'était censé durer plusieurs décennies. OK, on va dire ça comme ça. Bon. Et puis, il se trouve qu'il y a une alvéole qui est remplie de 300 000 litres. Alors, je ne sais pas si le chiffre est bon, mais en tout cas, c'est le chiffre qui figure dans les appels d'offres qui ont été lancés. 300 000 litres de Lexivia, ce fameux jus d'ordures mélangé avec de l'eau de pluie, qui empêche très clairement le dépôt d'ordures. Okay, et à plusieurs reprises, le préfet a indiqué que si cette affaire de Lexivia n'était pas réglée, il se verrait contraint d'exporter des ordures. Alors vous êtes un élu aujourd'hui. Oui, je suis un élu. Ouais. Vous trouvez comment, vous appréciez comment cette perspective que la Martinique se singularise par l'exportation de ces ordures ménagères vers la France? Alors, ce n'est pas encore le cas. Moi, je vais être très clair. Alors, allons dire aux gens, quand vous dites que ce n'est pas encore le cas, les dernières infos que nous avons indiquent que septembre, ce n'est pas faux de parler de septembre comme date limite. Non. Alors, laissez-nous le temps. Nous sommes de nouveaux élus sur le conseil syndical du SMTVD. Il n'y a que 3 élus qui faisaient partie du précédent conseil syndical et en plus qui n'étaient pas au bureau, dont le président Crampel. Ouais. Ça, c'est la situation que nous avons. Donc, nous avons plutôt une équipe de nouveaux élus qui, effectivement, découvrent la structure, mais qui en avaient sans doute entendu parler en long, en large et beaucoup en travers. Donc, vous êtes 15 nouveaux. Donc, voilà, il y a effectivement 15 nouveaux élus. Nous allons prendre le temps, même s'il y a urgence, je confirme, nous allons prendre le temps de pouvoir bien analyser la situation et de pouvoir construire, je dirais, un projet de mandature. Puisqu'aujourd'hui, nous avons été élus dans nos communautés d'agglomération et nous nous retrouvons en fait à une séance d'installation du conseil syndical du SMTVD sans avoir travaillé ensemble. Bien évidemment. Nous avons commencé. Je vous demandais votre opinion sur une hypothèse qui devient presque une certitude. Alors, elle est effectivement dans le public, c'est une hypothèse. Alors, le complexe de la pointe Jean-Claude est composé de différentes unités qui ont des fonctions différentes. Ce à quoi vous faites référence, c'est ce qu'on appelle l'ISDND, installation de stockage de déchets non dangereux, ce qu'on appelait traditionnellement une décharge, et qui malheureusement, effectivement, c'était un trou, une ancienne carrière, qui s'est remplie pour différentes raisons, beaucoup plus vite que ce qui avait été imaginé initialement. Alors d'abord parce que nous produisons trop de déchets, ensuite parce que nous ne trions pas suffisamment nos déchets. Moi j'aimerais qu'on parle du tri, parce que c'est une vraie solution. Ça c'est classique. Non mais c'est classique, mais l'enjeu il est là. Non, attendez, il faut quand même défendre un peu les Martiniquais. Parce que le coup classique de leur dire, écoutez les mecs, vous produisez trop de déchets et vous ne triez pas assez, ils l'ont entendu, ok? Et un jour, on va aborder les systèmes justement de tri et les systèmes de collecte. On ne parle pas de ça là. Moi, l'une des raisons, parce que vous ne l'évoquez pas, mais moi je vais l'évoquer, l'une des raisons pour lesquelles ces trous se sont remplis plus rapidement, c'est qu'on met dedans des choses qui ne doivent pas y aller. On est d'accord. C'est le tri. Ça nous ramène au tri. Non. On met des carcasses d'animaux dedans. Or, c'est interdit. OK? C'est pas ça qui fait le volume. Non, mais... C'est pas ça qui fait le volume. Non, mais c'est déjà un élément. OK? Ensuite, on met des matelas difficiles. Et ensuite, on ne compacte pas, comme ça devrait l'être, ces ordures. Et personne n'évoque ça. Alors, oui, je vous donne ces pistes-là, parce que les Martiniquais en ont marre qu'on les flagelle en disant... Vous produisez trop d'ordures et vous triez pas. C'est pas ce que j'ai dit. Je ne pointe pas du doigt mes compatriotes martiniquais. Je suis martiniquais, je produis des déchets. Oui. Je suis depuis très longtemps, moi, dans des dynamiques de tri. Et je vois, en fait, les volumes que je mets dans la poubelle jaune, qui est aujourd'hui la poubelle destinée aux emballages et pour lesquels on a étendu le champ du possible. Donc, quand je dis ça, c'est pas pointer du doigt, c'est une demande qu'on accède tous à la responsabilité. Et moi, je vous dis très clairement, les élus qui sont aujourd'hui en responsabilité ont bien l'intention, puisque nous nous sommes parlé, et alors nous n'avons pas de pacte, mais c'est une forme de pacte moral, je dirais, de
sortir de la situation qu'on découvre pour beaucoup Oui. et de faire en sorte que le plus vite possible, les élus martiniquais, parce que c'est quand même nous aujourd'hui qui nous sommes pointés du doigt avec raison, Ouais. et aujourd'hui nous prenons la suite d'autres élus, mais la continuité de l'action publique, on ne peut pas s'asseoir dessus. Je ne peux pas dire « Ah, c'est pas moi, c'était les autres », ça je ne ferai pas. Aujourd'hui, nous avons accepté la responsabilité, nous prendrons les mesures, et permettez au président Crampel de pouvoir avoir la primeur des annonces que nous allons faire dans les jours prochains. Non, mais je voulais votre opinion personnelle. Parce que... Mais mon opinion personnelle, c'est que on a un outil ici. Il n'y a pas d'équivalent dans l'outre-mer de ce que nous avons Et même dans la, Caraïbe. Bon. De ce que nous avons eu sur le site de Pointe-Jean-Claude. Ouais. Nous avons aussi rencontré les représentants syndicaux des salariés. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de penser qu'on a entendu plein de choses. Mais moi, j'ai eu en face de moi, je vous parle des hommes et des femmes, puisqu'il y avait aussi des femmes, Ouais. en face de moi, qui souhaitaient, je dirais, défendre l'institution pour laquelle ils œuvrent, qui avaient une bonne conscience, je dirais, des enjeux collectifs, même s'il y a une responsabilité d'élu. Et donc, moi, j'ai trouvé en face de moi qui suis un habitué du dialogue social, des gens qui avaient une volonté, des salariés qui avaient une volonté de faire des choses et de sauver cette institution. Très bien. De sauver cette institution. Donc, j'ai pas de souci là-dessus. On en est là. Hein. Sauver. Non, mais j'ai employé à dessein le mot sauver l'institution. Très bien. Alors, on va laisser le SMTVD. Oui, on va laisser ça au président Crampel. Non, on va laisser... Et ses élus, dont je suis. C'est clair. dont Il sera notre invité, ça c'est clair. Je voudrais revenir à la singularité de votre position aujourd'hui. Quel discours vous seriez prêt à tenir en matière de développement économique? Parce que quand vous étiez de l'autre côté, vous l'êtes encore un petit peu, mais quand vous étiez de l'autre côté, du côté de l'entreprise, on va dire ça comme ça, de manière globale et peut-être un peu caricaturale, vous avez sauté de l'autre côté, et là vous êtes un élu. Donc, vous êtes parfaitement conscient des possibilités, ne serait-ce que financières, des organismes dans lesquels vous siégez. Mm-hmm. Quel est le discours que vous pourriez tenir sur on va dire, les décisions en matière d'économie de ces fameuses institutions? Alors, les collectivités locales sont dans leur grande majorité en difficulté. Sans doute du fait des choix qu'elles ont faits à certaines époques et qu'elles continuent à payer aujourd'hui. Moi, je considère que l'emploi et le développement économique sont liés. Ouais. Alors, on ne fait pas du développement économique spécifiquement pour créer de l'emploi, mais c'est un corollaire et c'est un bénéfice qui est attendu. Donc, peut-être qu'on n'a pas été assez bon sur le développement économique. Pour pouvoir générer suffisamment d'emplois privés. Parce que moi, je crois aux équilibres. Et aujourd'hui, si on a beaucoup d'emplois publics, on en a plus que tous les autres territoires, en proportion. Largement plus. Largement plus. Non, mais ça, il faut que les gens l'entendent. Ah non, mais il faut le dire. C'est une réalité, mais je le dis. Non, mais je suis très clair. Non, mais c'est intéressant. Je le dis. C'est la première fois qu'on vous l'entend. Ah bon? Attendez. C'est la première fois qu'on vous l'entend dire en tant qu'élu, voilà. Ah, en tant qu'élu, oui, mais je ne suis pas le seul à tenir ce discours. Peut-être que d'autres sont plus timides que moi. On parle de vous. Mais moi, c'est effectivement, je pense, de ma responsabilité de décrire la situation telle qu'elle est. Parce que si on veut un jour trouver des solutions, et moi je pense que les solutions, elles seront collectives et collégiales. Et je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire que vous m'avez parlé de côté, moi je pense qu'il n'y a qu'une Martinique. Ouais. Il y a des Martiniquais qui occupent parfois de manière temporaire. C'est mon cas. Moi, je suis élu pour un mandat. Le mandat, il a un début, il a une fin. Il faut qu'à un moment donné, on brise ces silos et qu'il faut que ces regards en chien de faïence, ces accusations. Vous savez, moi, j'ai été, avant d'être élu, j'ai été traité par d'autres élus de noms que je ne répéterai pas ici, mais qui ne font pas plaisir. Comme mes enfants n'ont pas vraiment compris, puisque ça a été public. Beaucoup de gens se sont émus sans que personne n'ait un jour dit, bon, ben, finalement, Bonner, il dit des choses.
il fait des propositions, il représente une institution qui est un syndicat, enfin une association patronale. Peut-être que c'est peut-être pas utile de le traiter de... Il y a beaucoup de journalistes et de chroniqueurs d'émissions que j'anime ou auxquelles je participe qui ont condamné ces propos. Oui, Okay. oui, il y a un certain nombre de personnes qui sont montées au créneau. Je vais les répéter pour que les gens qui sont à l'origine de ces propos exécrables et racistes puissent bien... Racistes, puissent bien... Mais je suis nègre, non, mais attendez, c'est raciste. Dire à quelqu'un qu'il est un nègre de maison, c'est une insulte raciale, raciste. Oui. Bon, alors passons non, on va sur passer ça. dessus. C'est pas. Alors, il nous reste quelques secondes. C'est vrai. Oui. C'est déjà fini. Ah, vous voyez. Donc, vous serez condamné à être invité à nouveau. Mais avec plaisir. C'est quoi le message que vous envoyez aux Non, le message. Attendez. Allez-y. C'est quoi le message que vous envoyez aux élus? Le message que j'envoie à mes collègues élus, n'ayez pas peur du monde privé. N'ayez pas peur du monde privé. Les milieux économiques ne sont pas des prédateurs en train de vouloir faire la poche des Martiniquais. C'est pas ça la réalité. L'entreprise martiniquaise, elle est diverse. Une entreprise, effectivement, elle est là pour gagner de l'argent. C'est souvent compliqué. Vous savez, nous sommes sur un petit marché. Quand on dit ça, on va dire « Ah ouais, mais c'est qu'à dit ça », mais bon. Mais c'est une réalité. Et il faut aussi que dans les milieux économiques, nous n'ayons pas peur aussi de la sphère politique et que nous engageons un vrai dialogue parce qu'il faudra construire une solution qui va nous sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes. C'est mon souhait et c'est mon ambition. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis sûr que cette émission fera date. En tout cas, comme dirait l'autre, c'est étudié pour. En tout cas, félicitations pour vos succès. Et puis, courage pour ce qui vous attend. Pourquoi tout le monde me parle de courage? C'est assez inquiétant. Vous commencez tous à m'inquiéter. Ouvrez les tiroirs. Bon, très bien. En tout cas, nous vous disons à la semaine prochaine. À bientôt.